C'est le rendez-vous avec le prix Ali Bey Boudouha du meilleur article d'investigation. Lorsqu'on a lancé ce prix il y a longtemps maintenant, en 2014, juste un article d'alerte. Aujourd'hui, c'est devenu très compliqué d'exercer juste le métier de journalisme. C'est pour ça que plus que jamais, pour la 4e édition du prix Ali Bey Boudouha, nous avons besoin de votre soutien. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir de vous retrouver dans l'invité du direct avec Monsieur Boukhalifa Yaissi, le directeur général du cluster solaire. Boukhalifa Yaissi, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Marhaba bik fait Radio M, c'est pas la première fois, mais on n'a pas parlé de l'énergie solaire depuis un bon moment parce qu'on attendait qu'il se passe des choses, de nouvelles choses dans la filière. Et on a, heureusement, avant la fin de 2021, un événement heureux, le lancement de ce fameux appel d'offres de 1000 MW, le Solar 1000 MW, qui va permettre peut-être à la filière de s'organiser. Est-ce que, en tant que directeur du cluster, donc un peu des acteurs de la filière du solaire, vous avez eu plus de détails sur le contenu de cet appel d'offres? On peut en parler, pouvez-vous nous en dire ce que vous en pensez d'emblée avant qu'on aille dans le détail de chaque segment? Merci de me donner l'occasion un peu de venir parler de ce qu'on peut appeler vraiment l'annonce de l'année 2021. Et donc cet appel d'offres qui vient d'être lancé, c'est vraiment, nous considérons comme étant une bouffée d'oxygène très importante, attendue depuis déjà l'année 2000, puisqu'il est quand même dans le programme de gouvernement de M. Djerad, c'était déjà inscrit. Depuis 2020. Voilà, il y avait 4000 MW entre 2000 et 2024. Il n'y a pas eu donc le lancement du 1000 MW prévu pour 2000, donc ça a été reporté en 2021. Donc ça a encore été signalé et encore réaffirmé dans le programme de septembre 2021, donc de M. Emen Ben Abdelrahman. Donc voilà, aujourd'hui, donc, ça vient aussi, je dirais, après le dernier Conseil des ministres, dans lequel le président avait encore mis la pression sur les principaux responsables pour lancer le programme des énergies renouvelables lui-même dans le cadre de la transition énergétique. Donc ça, c'est un point positif. On ne peut plus parler de bonnes nouvelles, parce qu'en fait, la bonne nouvelle, ça aurait été qu'il soit lancé au moment où il a été lancé, parce qu'on a tellement tardé. On va dire que c'est plutôt un soulagement. Oui, bon, c'est-à-dire que bonne nouvelle dans le sens que quand même, ça fait des années qu'on parle du lancement du programme des énergies renouvelables. Il y a eu toujours des reculades. Et on était toujours resté avec des chiffres astronomiques, 12 000, 22 000, 15 000, ça c'était des anciens. Mais à aucun moment on avait commencé à planifier la mise en œuvre, je dirais un peu dans le temps. Aujourd'hui, donc, nous avons déjà une première échéance ou un premier appel d'offres qui est sorti. Nous, on ne va pas se contenter uniquement de ça. On demande aussi que les autres, c'est-à-dire que les autres tranches, puisque nous avons quand même 15 000 MW d'ici 2035, puissent aussi être mis en œuvre rapidement. C'est-à-dire que pour nous, il faut lancer l'appel d'offres, le 1000 MW actuellement, avoir les soumissionnaires et tout ça, mais disons qu'au beau milieu de 2022, il faut déjà lancer, par exemple, la deuxième tranche de 2000 qui va donner un véritable signal aux acteurs, aux investisseurs, à tous ceux qui attendaient depuis très longtemps cette démarche-là. Et à partir de ce moment-là, la mise en place de round, même de 1000 MW, je pense qu'au bout de 3, 4 ans, 5 ans, on va avoir beaucoup de choses en place, l'industrie, tout ce qui concerne l'écosystème dans ce domaine-là. On va vérifier si c'est réellement le cas, si cet appel d'offres a ce potentiel de mettre en place un écosystème pour la filière. Auparavant, je voulais savoir un peu qui sont les acteurs qui sont dans le cluster solaire, et ensuite savoir si ces acteurs-là sont, a priori, peuvent être satisfaits. Mais qui sont-ils déjà? D'abord, bon, il est constitué majoritairement d'entreprises qui viennent du secteur public, du secteur privé, des entreprises internationales installées en Algérie. Et puis nous avons aussi des
des centres de recherche, des universités, des écoles. Donc aujourd'hui, on a 40 membres au sein du cluster. Nous avions démarré en 2017 avec 15 membres. Voilà donc à peu près le cheminement que nous avons fait depuis ces dernières années. Donc nous avons été continuellement une force de proposition vis-à-vis des pouvoirs publics pour un peu les inciter à, je dirais un peu, à respecter leurs engagements, puisque depuis 2011, bon, on ne va pas encore refaire l'histoire. Dessus. Oui. Alors récemment, vous avez publié une note dans laquelle vous faisiez justement une série de propositions en tant que partenaire. Et vous auriez peut-être voulu que ces propositions-là soient éventuellement discutées ou appréciées avant la publication, la confection et la publication du cahier des charges. Ça n'a pas été tout à fait le cas. C'est ce qui m'amène à vous poser la question. Est-ce que vous êtes quand même satisfait, pleinement satisfait du contenu du cahier des charges? Et on y arrive. C'est-à-dire que la question des propositions, donc nous en avons fait depuis pas mal de temps, donc y compris vis-à-vis du ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables. Nous avons donc fait nos propositions dans ce domaine sur le modèle économique. Vous avez utilisé l'expression partie prenante. Oui, oui, c'est-à-dire que nous nous sentons impliqués totalement dans ce déploiement du programme des énergies renouvelables. Et donc, pour les acteurs, c'est quelque chose qui va pouvoir leur permettre de s'exprimer, de pouvoir donc aussi développer leurs compétences, augmenter leur part de marché. Aujourd'hui, bon, elles sont, je dirais, presque dérisoires dans ce domaine-là, et s'inscrire dans une logique de mise en place de tout ce qui concerne la chaîne de valeur, qui peut être soit du produit, du système, ou bien je dirais, du service. Donc, pour nous, c'est-à-dire que bon, l'histoire de regarder le verre à moitié plein ou à moitié vide, quelque chose comme ça, bon, on ne va pas revenir dessus, mais l'idéal pour nous, c'est qu'on commence, que les choses se mettent en place, que le déroulement suit son cours, et puis que les bonnes choses aussi viennent au fur et à mesure. Alors, le choix de prendre un site avec des tailles des centrales solaires qui vont de 50 MW à 350 MW, est-ce que c'est à 350 bien sûr, est-ce que c'est une bonne chose? Ben, je pense que ça dépend surtout des capacités de raccordement électrique. Les limitations, elles doivent être à ce niveau-là. On n'a pas plus de détails sur les sites, mais tel qu'on connaît un petit peu la mise en œuvre de ce type de projet, en général, c'est soit vous avez un terrain qui est à côté et vous avez une capacité de raccordement disponible, donc vous faites en sorte que vous utilisez cette capacité, soit vous êtes trop loin et à ce moment-là, sur le plan économique, ce n'est pas rentable. Même dans ce cas-là, même si vous avez la possibilité de vous raccorder, vous n'allez pas le faire. Et donc parce que les coûts de raccordement sont endossés par l'investisseur. Exactement. Dans le cas du présent appel d'offres, donc c'est l'investisseur aussi qui va aussi investir dans la ligne et toutes les protections électriques qui doivent y avoir entre le site de production et le site de raccordement électrique. Et donc les souscripteurs, ceux qui vont souscrire à cet appel d'offres vont probablement se jeter sur les sites qui sont les plus proches du réseau. Possible, ça dépendra. On peut avoir une 300 MW à 5 km, comme on peut avoir une 50 MW à 8 ou 10 km. Mais le principe avec lequel travaille... À l'heure où nous parlons, M. Bouchelfa, à l'heure où nous parlons, en principe, vous le savez déjà, ça, vous avez accédé au cahier des charges? Non, on n'a pas encore retiré, parce que bon, les membres... ce matin, on a eu même d'ailleurs une réunion dans ce cadre-là. Donc, il y a certains membres qui vont retirer le cahier des charges et on va pouvoir en disposer dans les jours à venir. Alors, il m'a été dit, on ne va pas parler des $1000 pour acheter, enfin, pour pouvoir retirer le cahier des charges. Vous considérez que c'est normal pour cette échelle d'investissement, ça fait 140 000 dinars. Mais par contre, dans les dispositions, il semblerait que d'habitude, la pratique, c'est que quand des soumissionnaires, ce n'est pas le bon mot, souscripteur, des soumissionnaires ont des questions à poser au maître, à celui qui a édité le cahier des charges, la réponse, elle est collective, elle est adressée à tous les autres soumissionnaires pour ne pas pour maintenir le même niveau d'information pour tout le monde. Et ce n'est pas ce qui est prévu dans ce cahier des charges, dans cette démarche-là. C'est considéré comme une entorse. Non, je pense que cet aspect-là, il est dans tous les cahiers des charges, dans n'importe quel cahier des charges, conventionnel ou pas. C'est-à-dire que celui qui pose la question
avec la réponse, tous ceux qui auront été le cahier des charges vont avoir les mêmes réponses. Peut-être que la seule chose qu'il s'agit peut-être de regarder qui aurait pu encore mieux donner une plus grande visibilité sur ce cahier des charges, c'est d'avoir pu, bien en amont du lancement de cet appel d'offres, donner la possibilité à ceux qui se sont déjà manifestés comme étant éventuels investisseurs de pouvoir participer à regarder le cahier des charges et de pouvoir faire des propositions. Et en général, c'est de cette manière-là qu'on s'assure que pratiquement les questions, certaines questions qui seraient posées par les investisseurs, les pouvoirs publics pourront répondre, même s'ils ne répondent pas sur le champ, mais ça pourrait être pris ou bien intégré dans l'appel d'offres. Et donc ça, c'est cette étape-là qui a manqué un peu à cet appel d'offres. Alors, on va se projeter, on va faire un rétro, on va revenir à la discussion qui a entouré l'appel d'offres de 4 gigawatts, le grand rendez-vous de 2016, du temps de Nordine Boutelfa au ministère de l'Énergie. Son appel d'offres avait été accueilli par des critiques dans le secteur privé, des acteurs du FCE notamment à l'époque, qui lui reprochaient essentiellement deux choses: de lier la livraison, la production électrique en elle-même, donc la fonction d'aménageur, et de la lier à la production des composants pour pouvoir être investisseur. Ce qui était considéré comme une barrière à l'entrée, parce que si on doit produire pour soi-même, par exemple les panneaux, pour être retenus dans un champ solaire, c'est plus compliqué, notamment pour un acteur algérien. La deuxième réserve qui avait été à l'époque émise, c'était que ça laissait trop peu de place au privé national, la part belle était donnée à Sonelgaz et à Sonatrach. Est-ce que ces critiques-là sont levées aujourd'hui avec le nouvel appel d'offres? Oui, je pense que de ce côté-là, ces critiques-là qui étaient bien posées, et d'ailleurs même, on peut considérer que c'est le 4050 MW qui a, je dirais, déclenché la création du cluster. C'est-à-dire que c'est vrai, c'était vraiment à ce moment-là que les investisseurs nationaux et les industriels se sentis écartés. Et donc, l'idée était venue de se mettre ensemble, et le ministère de l'Industrie, à l'époque, avait privilégié cette forme d'organisation qu'ils appelaient le cluster. Et c'est à partir de là que ça s'est fait. Donc, c'est une des conséquences de cette décision-là. Maintenant, en ce qui concerne, je pense, le fait de lier ça entre investisseurs et ensuite de produire d'énergie et en même temps lier ça avec l'industrie, le décret qui était à l'origine n'a pas été changé. Mais c'est au niveau ça va être assoupli en termes donc d'obligations. Nous, on avait proposé, c'est qu'il faut bonifier le fait que quelqu'un qui vienne faire de l'investissement dans le domaine de la production d'énergie, s'il présente un projet industriel ça devrait être bonifié, mais pas une obligation. Ça a été fait pour ne pas faire fuir les investisseurs. Ça provoque un effet d'éviction. Voilà, on en fait une obligation. Oui. Donc c'est une manière aussi de répondre à la demande des investisseurs dans ce domaine. Effectivement, ce n'est pas les mêmes métiers. Bon, on peut en parler en détail, mais bon, c'était je dirais que le cadre réglementaire qui avait été mis en place à l'époque, c'était lui qui imposait cette... Alors, comme vous ne voulez toujours pas, monsieur, ici, pointer un trait négatif éventuellement à cet appel d'offres, je vous en rapporte un moi-même. On avait eu hier la discussion dans le Café des experts économiques, on a évoqué évidemment cet appel d'offres, et Ali Harbi et Reda Amrani ont pointé le fait qu'on n'avait pas les échelles suffisantes pour obtenir des prix, sortis d'usine, sortis de la centrale solaire, des prix compétitifs par rapport au conventionnel et par rapport à ce qui se fait dans le solaire ailleurs. Parce qu'une unité de 50 MW, les échelles étant trop petites, le coût du kilowattheure va être forcément élevé. Est-ce que vous dites la même chose au cluster? Moi, je pense que c'est-à-dire qu'on ne doit pas tout de suite rejeter la démarche si la démarche s'inscrit dans la durée. C'est ça fondamentalement qu'il faut bien retenir. Aujourd'hui,
on peut avoir des tarifs qui peuvent être élevés. Mais si la démarche consiste à créer une dynamique et qu'au bout de 5-6 ans, on va être à des niveaux comparables à ce qui se fait avec le conventionnel. Au cluster, En attendant, on fait quoi? En attendant, il faut payer la différence. Oui, ça, il faut quand même accepter le principe de soutenir cette transition énergétique en incluant donc les énergies renouvelables dans le mix énergétique national et de créer aussi cette dynamique et de se projeter dans l'avenir en disant que voilà ce que nous voulons que dans 3 ans, 4 ans, quel tarif on voudrait que ce soit et qu'est-ce qu'on doit pouvoir faire pour l'atteindre. C'est faisable, c'est comme ça que dans le monde entier ça fonctionne. Tant que les pouvoirs publics n'annoncent pas des chiffres, un planning et un déploiement, et on ne pourra jamais travailler dans la sérénité dans ce domaine-là. Pour vous donner aussi un exemple, c'est que depuis 2011, il y a eu quand même des investisseurs algériens qui ont fait le pari de faire des unités de production de panneaux solaires photovoltaïques, mais on dirait, entre guillemets, ils se sont fait avoir dans la mesure où le marché n'est pas là. C'est-à-dire que alors qu'on annonçait 22 000 mégawatts 2011, etc., les gens se disaient mais on va travailler à l'aise et on va pouvoir vraiment améliorer les performances et tout ça. Et ça ne s'est pas fait. Et aujourd'hui, le souci que nous avons au sein du cluster, c'est que ces 2 dernières années, il y a eu des prouesses technologiques incroyables au niveau du solaire photovoltaïque. Aujourd'hui, on parle de panneaux solaires qui vont sur les 500, 600 watts. Et ça, c'est vraiment nouveau. Et on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait cette vitesse de passage des modèles qui étaient autour de 300 watts, etc., à 500, 600. Et on parle déjà de 800 watts. Et donc là, on a aussi un gap au niveau donc, technologique qui est important. On va évoquer l'industrialisation. On va rester sur la séquence financière. C'est peut-être la plus importante à cette échelle-là. Par exemple, il y a eu Sonelgaz qui a publié un cahier des charges à 500 MW, puis qui a été obligé de le retirer. Et vous m'avez dit que c'était un problème, encore une fois, de comment financer le différentiel entre le prix d'achat par Sonelgaz de cette électricité verte et le prix du conventionnel. Ça n'a pas été réglé. Le gouvernement n'a pas assuré le paiement de cette différence? Je ne sais pas s'ils l'ont assuré ou pas. Bon, ce que je sais, c'est qu'il y a eu une annonce d'un appel d'offres qui a été, c'était je pense il y a quelques semaines, mais par la suite, ça a été retiré. Donc, l'explication qu'on s'était donnée, c'était à peu près cet aspect-là, puisque le modèle qui était proposé par Sonelgaz, c'était un modèle EPC plus le financement. Or, dans ce cas-là, l'IPP, c'est Sonelgaz elle-même. Donc là, c'est elle maintenant qui doit aller chercher, vis-à-vis du ministère de la Transition énergétique, si le différentiel entre le coût de production et le coût avec lequel le paye la SADEG, c'est ce différentiel qu'il s'agit de payer. C'est clair que aujourd'hui, IPP, pour nos amis auditeurs, c'est un producteur indépendant d'énergie. D'accord. Voilà. Donc si maintenant Sonelgaz, elle va avoir un prix X et que la SADEG l'achète plus bas, donc le différentiel, il faut aller le chercher. Et là où il faut aller chercher, c'est au niveau du Fonds des énergies renouvelables, qui est géré par le ministère de la Transition énergétique. Et ce fonds, il est suffisamment doté pour pouvoir faire face, au moins les premières années, à ce différentiel, à condition qu'il ne soit pas trop important. Ouais. C'est-à-dire que si maintenant le mécanisme se met en place, il tiendra la route pendant un certain temps, mais il faudra aussi trouver des moyens de le soutenir si on reste aussi toujours dans l'idée que le tarif de vente aux utilisateurs va rester aussi bas tel qu'il est aujourd'hui. Ça veut dire que le différentiel, il faudra le supporter pendant 25 ans. Ce qui risque de se produire en réalité, c'est qu'il y a une remontée du prix du kilowattheure conventionnel, qui va réduire le gap entre le conventionnel et le solaire. Mais pas uniquement. C'est-à-dire que même le solaire devrait baisser aussi. Le solaire va baisser, le tarif conventionnel va certainement augmenter, mais aussi que le tarif qui est payé par l'utilisateur, il faut aussi qu'il soit
relevés pour que le différentiel puisse être supporté par le fonds. Mais par exemple, ça c'est l'exemple du fonds, mais on a l'exemple de AEC, par exemple pour les usines de dessalement, dans lequel le différentiel il est directement fourni dans le budget du ministère de l'Énergie et des Mines. Donc, quand on veut mettre en place un programme, l'État trouvera toujours les solutions, et donc ce n'est pas ça qui va bloquer si vraiment cette volonté va être pratique. Ce n'est pas ça qui devrait bloquer. Ça s'est fait en 2002, 2003, 2004, à un moment où il y avait une très grave crise hydrique, et on était tellement dans la crise qu'effectivement le gouvernement a consenti à ces sacrifices. Mais bon, aujourd'hui on est bien content d'avoir cet apport en eau dessalée, d'ailleurs auquel on va avoir encore plus recours probablement les prochaines années. On a évoqué donc la problématique différentielle de prix. Ça, c'est le côté, on va dire, du côté de l'exploitation et de la distribution. Mais du côté de l'investissement, il y a quand même aussi, on a vu que l'appel d'offres laisse les APP, donc les producteurs indépendants d'énergie, complètement responsables du projet de A à Z, y compris de son financement. Et donc, ils devront aller toquer à la porte des banques. Et là aussi, il y a une problématique sur la maturité des crédits, des investissements, et la capacité des banques à accompagner dans des projets dont la maturation est relativement longue, accompagner les investisseurs. Est-ce que des garanties publiques peuvent être apportées dans le solaire comme elles sont apportées pour la production de son gaz? Je pense que cette question-là, nous, on l'a déjà posée à plusieurs reprises aux différents interlocuteurs. Donc, on nous dit que c'est possible, seulement il faut qu'il y ait des garanties. Et donc, ce n'est pas le secteur bancaire lui-même qui va l'apporter, parce qu'il n'a pas suffisamment de ressources à longue durée pour pouvoir donc financer des projets à longue durée. Donc, il faut qu'il y ait une autre entité qui rentre, probablement le Trésor, comme cela se fait pour le cas de Sonelgaz. Donc, Sonelgaz bénéficie donc du Trésor. L'AEC donc bénéficie aussi des garanties de Sonatrach. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on ait le même traitement pour les acteurs privés qui vont aussi s'engager dans ce domaine-là, et de pouvoir aussi, parce que c'est la seule façon aussi de leur permettre de faire des propositions et des prix compétitifs. Parce que si on laisse le modèle de financement uniquement du type bancaire classique, avec des garanties qui sont exigées, je ne verrai pas beaucoup de monde qui vont pouvoir investir dans ce domaine-là. Ensuite, comme l'appel d'offres est ouvert aux investisseurs nationaux et internationaux, il va y avoir une discrimination, puisque les investisseurs internationaux pourront ramener des financements à très long terme avec des taux très très bas. Et dans ces conditions-là, c'est-à-dire qu'eux vont pouvoir faire des offres à des tarifs beaucoup plus compétitifs. Donc, c'était la question que j'allais poser, c'est la suivante exactement. Voilà. Celle-là, effectivement, cette clause du financement, effectivement, peut être, c'est pas la seule d'ailleurs, mais elle peut être discriminante. Bien sûr, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait un traitement différencié aussi entre le secteur public et le secteur privé en Algérie. Et encore, on va encore mettre une autre couche entre le secteur, je dirais, national et les investisseurs internationaux. Le rôle du cluster, ce ne serait pas aussi de construire peut-être des offres en consortium pour, par exemple, prendre un site à 350, pourquoi pas? Parce que là, a priori, quand on regarde l'appel d'offres, on se dit, les 50 MW, peut-être qu'il y aura des acteurs algériens qui pourront les prendre, mais pas les grands, enfin les relativement grands, les médians. Est-ce que le cluster peut réaliser cette fédération de moyens locaux? Cette démarche, donc on est déjà en train de travailler dessus. Donc le cluster, il est beaucoup plus là pour essayer de fédérer les membres, pour créer les conditions pour que des groupements puissent naître dans ce domaine-là. Donc nous avons déjà définir un petit peu quelles seraient les tâches que nous allons accomplir dans ce domaine-là, parce que le consortium, c'est un certain nombre d'acteurs. Après, il y a de différents modes de fonctionnement du groupement. Et pour nous, c'est surtout pour aider nos acteurs à vouloir être partie prenante, et vraiment partie prenante dans le sens où on a la prétention de prendre un bon paquet de ces appels d'offres. D'accord. Ça a l'avantage d'être clairement dit. Un mot sur la présence de Shems, acteur public, comme
acteur structurant, il est prévu comme étant celui qui publie les appels d'offres et qui reçoit les offres. Vous dites quoi de son rôle? Ben, il va être un petit peu à l'image de ce qu'avait fait Neil à l'époque sur le dossier de Hassermel. Et donc, c'est un développeur. C'est à lui, il va être aussi dans la société de projet. Je pense peut-être à hauteur de 25% ou peut-être plus. Et puis, donc, ce sera d'autres acteurs nationaux et internationaux qui vont compléter le tour de table à ce niveau-là. Et on n'a plus la contrainte du 21, du 49-51. Aujourd'hui, les énergies renouvelables donc, ne sont pas éligibles à la règle 49-51, mais je pense que quand même que les acteurs internationaux, les investisseurs, auront plus aussi intérêt à travailler avec les acteurs locaux parce que quand même, il y a déjà des produits, il y a des services disponibles en Algérie, il y a des acteurs qui sont intéressés comme investisseurs, donc, qui est aussi donc, important. Donc il y a probablement des SPV qui vont se créer sous cette forme-là. On a eu déjà un exemple en 2008 sur le dossier de la CREG. C'était uniquement des acteurs nationaux qui avaient fait ça. On dit un dernier mot sur les capacités d'industrialisation de la filière. Aujourd'hui, bon, on peut être d'accord pour dire que c'est un premier pas. Vous avez, dès le début de cette émission, signalé que ce serait bien que les autres appels d'offres arrivent rapidement pour qu'on puisse consolider, avoir de la visibilité pour les acteurs. Le potentiel d'industrialisation, on sait où est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir, notamment pour les acteurs privés, des possibilités de s'insérer dans la chaîne de valeur. Vous avez évoqué tout à l'heure ceux qui ont choisi de faire des PV, des panneaux photovoltaïques. Est-ce qu'il y a eu du nouveau? Il y a eu notamment cette montée en puissance des panneaux. Quelles sont les opportunités pour industrialiser et profiter justement de cette commande publique qu'est l'appel d'offres? Aujourd'hui, bon, nous avons fait un peu le tour de la question avec nos membres. Nous avons pratiquement un peu plus que 25% dans les panneaux solaires, 100% dans la partie de structure métallique, 100% dans la partie du câblage électrique. Il y a certaines de tout ce qui concerne un peu le monitoring, le SCADA et tout ça, c'est aussi possible à faire localement. Il y a pas mal de choses. Vous êtes en train de dire que ça va pas être ce va être des projets qui vont être gourmands en importation? C'est-à-dire qu'il y aura une partie, comme par exemple les onduleurs, donc ce sera déjà quelque chose qui vont venir. Par exemple, il y a une démarche aussi pour fabriquer les transformateurs en Algérie. Donc, il y a déjà des transformateurs qui fonctionnent dans le sud algérien, qui sont fabriqués par une entreprise locale. On peut toujours citer les entreprises locales quand elles produisent, hein, c'est tout à fait normal. C'est la société de Tizi Ouzou qui l'a fait avec notre membre qui est donc Alimera Énergie dans ce domaine-là. Et donc il y a vraiment une vraie synergie qui se crée entre les entreprises. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait cette démarche continuelle qui va structurer la filière. On peut rapidement atteindre des niveaux de tarifs très compétitifs. Bien sûr, si maintenant les conditions du financement vont être aussi bien regardées, parce qu'au fond, quand vous faites la structure de votre calcul, presque vous avez 35% qui est uniquement du financement. C'est-à-dire tout ce que ça coûte. Et donc, ce genre de choses, vous ne pouvez pas échapper. C'est-à-dire que si le système bancaire local ne fait pas aussi les efforts nécessaires, vous allez vous retrouver avec un tarif supérieur. Donc il y a quand même un effort avec toutes les parties prenantes puissent jouer le jeu dans ce domaine-là. J'ai confiance que ce genre de choses, on va y arriver. Et on n'observe pas toujours suffisamment les capacités de création d'emplois de la filière. Donc ça, c'est vraiment notre credo parce qu'on pense que dans ce domaine-là, il y a des possibilités de création de postes d'emploi. Ça fait très longtemps qu'on dit au pouvoir public qu'il faut annoncer le plan de déploiement. On a regardé un peu les chiffres. Minimum, il nous faut entre 7 000 et 10 000 personnes, rien que pour le 1000 MW. Où est-ce qu'on va pouvoir les trouver? Il nous faut donc des ingénieurs, mais aussi il nous faut des techniciens supérieurs, tout ça. Et aujourd'hui, on n'a pas ces compétences, puisqu'on ne peut pas les préparer en l'espace de quelques mois. Mais on a quand même déjà des premières expériences. Nous avons donc des entreprises qui ont travaillé sur le dossier de SKTM. Ils ont fait des réalisations. Donc il y a déjà un potentiel qui existe dans ce domaine-là. Il faut le renforcer. Il faut aussi que l'université
puisse aussi jouer son rôle de ce côté-là. Mais rassurez-nous, ce projet de 1000 MW, il ne va pas être retardé à cause d'une pénurie de ressources humaines. Non, non, je ne crois pas. C'est-à-dire que d'abord, il y a le fait que ce programme-là va prendre du temps. C'est-à-dire qu'il faut quand même l'ouverture des plis financiers. Si tout, plutôt les plis techniques, si tout se passe bien, ce sera fin avril. Ensuite, les plis financiers. Ensuite, il faut donc qu'il y ait des évaluations. Ensuite, il faut qu'il y ait les négociations avec les banques, il faut ramener quand même des justificatifs. La signature du contrat, ça va prendre minimum une année. Hein. Donc, disons que si on arrive à commencer d'ici la mi-2023, ce sera très bien. La réalisation. D'accord. Donc ce sont les critères de l'administration algérienne et de l'investissement en Algérie. Hein. C'est pas le standard mondial. Hein. On est bien d'accord. Oui. Et donc on peut aussi espérer un raccourcissement des délais d'investissement. J'ai discuté avec Nordin Ait Laoussine, aujourd'hui expert à l'international de l'énergie, ancien ministre de l'énergie, qui nous disait qu'entre le moment d'un appel d'offres en Algérie sur les champs pétroliers et le moment où c'est délivré, le délai est devenu économiquement inassumable. Et donc, on ne peut plus avoir d'investisseurs si on met aussi longtemps parce que ce qui était une opportunité à un moment ne l'est plus 2-3 ans plus tard, y compris dans des secteurs hautement capitalistiques. On dit un mot quand même sur le déconcentré, parce que peut-être qu'en attendant, c'est la filière du déconcentré, c'est placer des panneaux solaires et produire de l'électricité, et d'ailleurs pas seulement de l'électricité, mais aussi de l'eau chauffée dans le domestique. Cette filière-là, elle avait l'air de bouger il y a 2-3 ans, notamment avec les commandes des APC, et on a l'impression que ça s'est retombé, et il y a eu cette alerte du président de la République qui a dit qu'il fallait reprendre ces programmes et que dans 3 mois, il voulait avoir je ne sais plus combien d'écoles et d'établissements publics raccordés donc à des panneaux solaires. Bon, c'est une injonction, elle vaut ce qu'elle vaut, mais le cluster, par rapport à cela, il dit c'est une filière qui peut aider en attendant le déploiement des grands projets de concentrés. Le déconcentré, on n'en parle pas assez. Bon, d'abord, ce n'est pas les mêmes métiers, ce n'est pas les mêmes entreprises qui interviennent dans les deux. Donc, pour les petits systèmes, c'est des petites entreprises. En général, c'est des entreprises composées majoritairement d'installateurs. Donc, en général, c'est le gérant qui est ingénieur et la majeure partie, ce sont tous des techniciens. Dans le PC, tout ça, c'est la majorité, ce sont les ingénieurs. Donc, il y a déjà cet aspect-là qu'il faut différencier. Ensuite, ce que nous avons vu, c'est que le ministère de l'Intérieur avait donc déployé un programme pour électrifier les écoles, même celles qui étaient raccordées au réseau Sonelgaz, mais que ce qui était arrivé, c'est qu'il y a eu un blocage dans le sens où l'excès qui était possible à produire, par exemple, les écoles, il aurait pu être injecté sur le réseau. Je vous prends un exemple, c'est-à-dire frappant. Vous avez une école, l'école travaille 3 trimestres, c'est-à-dire que de septembre jusqu'à pratiquement juin, et qu'après, les enfants ne sont pas dans les écoles. Or, c'est durant la période d'été où on a une très forte demande de la climatisation. Vous imaginez si toutes ces écoles-là qui sont dans des quartiers, donc proches de l'utilisation, si ces écoles-là, on les autorisait à injecter, il y aurait déjà une réduction importante au niveau, par exemple, de l'appel d'énergie vis-à-vis du réseau Sonelgaz. Donc, il y a des solutions techniques que l'on peut mettre en place. Là, ce n'est pas une solution technique, il faut que la loi permette et fixe les prix de la vente sur le réseau. Les Marocains l'ont introduite cette année, en 2021. Ce n'est pas uniquement les Marocains, mais les Tunisiens aussi fonctionnent. En général, le mécanisme qui est utilisé à travers le monde, c'est un mécanisme de compensation énergétique. Ce n'est pas un mécanisme de paiement d'énergie. Je pense que ce qu'on appelle le feed-in tarif et tout ça, ça ne peut pas fonctionner dans un pays comme l'Algérie. Par contre, la compensation, ce qu'on appelle le net metering, c'est-à-dire que je vous envoie 1000 kWh et vous m'envoyez 1000 kWh, je ne vous paye rien du tout, vous ne payez rien du tout. Et si maintenant je consomme plus, c'est là où je peux
où je peux payer. Mais ça a besoin d'une loi, M. Yaissi? C'est-à-dire que la réglementation, ça fait depuis maintenant 2020, dans le programme aussi du gouvernement, on parlait de l'autoconsommation, qu'il fallait mettre en place ce mécanisme. Jusqu'à présent, il n'a pas été mis en place. Je peux quand même vous dire qu'on a quand même travaillé depuis, dans le cadre du programme de l'assistance technique de l'Union européenne avec l'Algérie sur ces aspects-là. Donc, je pense qu'il y a maintenant, on est en train de mettre en place les dispositifs. Il suffit donc qu'il y ait une réglementation, surtout ce qu'on appelle le grid code, qui va donc aussi prendre en compte l'aspect de la basse tension. Et là, à ce moment-là, on pourra raccorder les écoles, les mosquées, mais aussi les foyers. N'oublions pas que quand même, il y a 10,5 millions de clients de chez Sonelgaz et ça représente aujourd'hui un consommateur très très important sur le bilan énergétique national. Et les acteurs qui ont commencé à faire, les acteurs de cluster, enfin, même si ce sont un autre type d'acteurs, ce ne sont pas ceux qui sont concernés par la production de la réalisation de centrales solaires, ces acteurs-là, ils sont en bonne santé, ils ont eu des difficultés. On sait que c'est difficile de se faire payer par l'État, malheureusement. Ah oui, c'est-à-dire que ces entreprises, d'abord, ont souffert du Covid, comme toutes les entreprises algériennes. Ensuite, comme en général, les appels d'offres sont organisés par les APC, donc le seul critère d'évaluation, c'est le critère du moins 10 ans. Et donc, ça a créé aussi ça a aussi fait un appel d'air à toute une faune comme ça d'entreprises qui se sont aussi investies dans ce domaine-là. Donc on a vu des prix très 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 bas. Irréalistes. Et voilà, et qui a fait que les entreprises n'arrivent plus à s'en sortir. Et donc si vous voulez avoir de la qualité, un service comme ce qu'on peut attendre dans ce domaine-là, vous ne pouvez pas uniquement regarder comment on appelle ça, le tarif ou puis le prix proposé. Et puis on voit souvent que des délais de paiement, c'est-à-dire qui dépassent plusieurs mois, et ça nuit à la vie des entreprises. Et je dirais aussi autre chose, c'est que quand même, cet appel d'air aussi avec le ministère de l'Intérieur aussi a créé, c'est-à-dire qu'il y a des milliers d'entreprises, mais pour un marché qui est limité. Et donc c'est vraiment... Pourquoi il est limité? En fait, si on continue à vouloir doter toutes les écoles, toutes les mosquées, etc., si, c'est un grand marché quand même. C'est-à-dire qu'il y a 19 000 écoles en Algérie, ils ont fait un projet pour 500 ou 600 écoles. Oui. Donc ça veut dire que c'est très peu. Maintenant, il faut généraliser. Mais pour généraliser, il faut d'abord aussi prendre la peine de regarder ce qui a été fait, les qualités, tout ça. Et nous, on avait regardé aussi dans ce cadre-là, parce qu'il y avait des systèmes qui étaient avec des batteries, ensuite il y a eu des systèmes qui sont sans batterie, et donc là, deux modèles qui sont raccordés sur le réseau. Et donc là, maintenant, il faut opter pour un modèle, il faut aussi opter pour une démarche dans laquelle l'efficacité énergétique va être aussi un élément fondamental. C'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi on va installer des systèmes solaires dans une école où quand vous rentrez, vous allez avoir les lumières toute la journée allumées. Moi, j'ai visité quelques écoles, j'ai été sidéré par la manière avec laquelle l'énergie était gaspillée. C'est-à-dire que je me suis, une fois, j'ai commencé à regarder les factures d'électricité d'une école et j'ai vu qu'il y avait une consommation incroyable entre 17h et 21h. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire entre 17h et 21h? Je suis parti à 20h. J'ai trouvé l'école éclairée comme un stade. Et quand j'ai parlé avec le gardien, il m'a dit, parce que c'est pour des raisons de sécurité, il faut qu'on maintienne donc l'éclairage, tout ça. Il y a des solutions techniques que l'on peut opter. Et donc, nous avons mis en place des solutions techniques et on a réduit de manière très importante la consommation avant même d'implémenter un système solaire. Donc, ça veut dire que si vous voulez faire le système solaire, même le système classique, d'abord, cet aspect d'efficacité énergétique doit être un élément fondamental dans l'approche. Il faut vraiment regarder tout ce qui est la consommation, comment ça fonctionne. Je vous prends un autre exemple. Les écoles, par exemple, durant la période hivernale, elles ont des chaudières. Vous imaginez, ce sont des chaudières qui sont allumées à partir de novembre et jusqu'à ce que le moment, à l'arrivée du printemps. Mais c'est-à-dire que pourquoi on ne pourrait pas faire fonctionner ces chaudières entre 7h du matin et 16h
Pourquoi on n'éteindrait pas la chaudière le mardi après-midi? Pourquoi on n'éteindrait pas... C'est toute l'approche des smart green, voilà. des smart green par rapport à la consommation d'électricité, par rapport au chauffage et par rapport à tout le reste. Récemment, c'était dans une discussion qu'on a eue aussi, quelqu'un qui disait qu'ils ont mis un système pour suivre la consommation, ils ont vu un pic de consommation le soir alors que nous sommes en vacances. Et les enfants sont en vacances. Et bien, quand ils ont été voir, ils ont trouvé que c'est le gardien qui a allumé la chaudière parce qu'il avait froid. Mais cette personne-là, on peut lui faire juste un dispositif de chauffage propre à lui. C'est-à-dire qu'il y a des solutions que l'on peut absolument déployer et qui ne nécessitent pas de moyens. Seulement, il faut quand même qu'il y ait de la rigueur dans ce domaine-là. Il faut analyser les factures d'électricité, prendre des décisions pour faire de l'efficacité énergétique, après implémenter des systèmes solaires. Alors tout ça est très important. On va quand même rappeler la recommandation, pouvoir reverser sur le réseau les excédents de production, ce qui n'est pas encore possible et n'est pas pris en compte aujourd'hui. C'est un problème qui s'était posé déjà avec la centrale électrique, là ce n'est pas du renouvelable, du complexe Vital de Bdjaïa, qui avait toujours un excédent à un moment donné et qui n'arrivait pas à l'échanger avec Sonelgaz pour le réseau de Bdjaïa. C'est un vieux problème. C'est la partie ce qu'on appelait de l'autoconsommation, c'est de vous produisez et si vous avez un excès, normalement vous le reversez et il va vous remettre le différentiel, plutôt la même quantité quand vous en aurez besoin. Merci beaucoup Al Fayet ici de l'avoir commenté avec nous cette nouveauté, la belle nouveauté de la fin de l'année 2021, l'appel d'offres, notamment l'appel d'offres 1000 MW solar. Et à très bientôt, bonne année, meilleurs vœux. J'en profite pour lancer un message à nos amis auditeurs. Vous avez vu, il y a un nouveau visuel qui tourne sur notre site. Vous allez pouvoir contribuer à doter le prix Ali Baye Boudouha. Nous avons reconnu les lauréats et aujourd'hui les lauréats attendent votre geste de soutien pour recevoir la prime qu'ils ont gagnée. Merci beaucoup, bonne année à tout le monde et à très bientôt. Merci à vous. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. C'est le rendez-vous avec le prix Ali Baye Boudouha du meilleur article d'investigation. Lorsqu'on a lancé ce prix, il y a longtemps maintenant, en 2014, juste un article d'alerte. Aujourd'hui, c'est devenu très compliqué d'exercer juste le métier de journalisme. C'est pour ça que plus que jamais, pour la 4e édition du prix Ali Baye Boudouha, nous avons besoin de votre soutien.